ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de fascia. Cet organe inconnu, ce tissu conjonctif impliqué dans 80% de nos douleurs, acouphènes, vertiges, névralgie, céphalée, lombalgie, sciatique et la liste est encore longue. Et si c'était vos fascias? Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Daniel Ranou. Daniel Ranou, vous êtes neurologue, ancien interne et ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris. Praticien hospitalier et médecin de la douleur. Vous êtes la spécialiste française des syndromes myofasciaux. Vous êtes formatrice, conférencière et auteur du livre Les fascias, les connaître pour mieux les soigner aux éditions Très Daniel, qui est le premier livre médical grand public dédié à ce sujet d'ailleurs. Docteur Ranou, bonjour. Quel grand parcours. Donc on va commencer par la première question. Lorsqu'on parle de fascia, de quoi parle-t-on au juste? Oui. Commençons par le commencement. Voilà. Voilà. Donc les fascias, enfin, il y a sûrement plein d'autres fascias, mais les fascias musculaires, qu'on appelle aussi fascias profonds, c'est des tissus qui interagissent avec le muscle. Ils pénètrent dans le muscle, ils entourent le muscle, et surtout, c'est ça qui va être important, ils joignent chaque muscle à son suivant, ce qui fait que ça fait une continuité, une chaîne myofasciale. Ça, c'est la première partie des fascias. La deuxième partie, c'est une autre continuité qui est perpendiculaire à la première, c'est-à-dire que on a une continuité entre la peau et le muscle par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le fascia sous-cutané. On appelait ça l'hypoderme avant. Et en fait, ce fascia sous-cutané, donc qui est juste sous la peau, c'est lui qu'on va utiliser pour traiter les fascias. Ça veut dire qu'on va, par exemple, faire de l'acupuncture, on va faire des massages, on va faire des étirements. Et en fait, c'est le message qui est normalisé à ce niveau-là, va normaliser le fonctionnement des fascias musculaires. Si je comprends bien, en fait, ces fascias sont des sortes d'enveloppes qui, en fait, enveloppent d'un côté un peu les fibres musculaires, qui elles-mêmes sont enveloppées par d'autres fascias qui enveloppent un ensemble de fibres musculaires qui elles-mêmes sont enveloppées par un autre fascia qui enveloppe la totalité de ce qui est enveloppé. Voilà. C'est ça. Alors, c'est pas qu'une enveloppe, jusqu'à il y a 25-30 ans, nous les médecins, les ostéopathes ont une autre vision depuis très longtemps, mais nous les médecins, on pensait que c'était juste histoire de maintenir, d'entourer et de contraindre les muscles. Mais voilà, il a d'autres fonctions. Et à quoi servent-ils, entre autres, dans ces fonctions ? Eh bien, c'est des fonctions très motrices, c'est-à-dire qu'en fait, quand un muscle, par exemple, va s'étirer, il va falloir que les fascias qui l'entourent s'étirent, c'est logique. Et du coup, ils vont le faire doucement, en remaniant leur composition. Et le fait de pouvoir suivre le mouvement, entre guillemets, il n'y a rien de l'intendance qui suit, quoi. Le fait de faire ça, ça permet une motricité parfaite. Ça veut dire quand même qu'ils sont tous imbriqués les uns avec les autres dans une forme de continuité et que l'équilibre d'une partie du corps va avoir une incidence, si je comprends bien, colossale sur une autre partie du corps. Alors oui, avec un côté aussi de temps, une échelle de temps. En fait, lorsque par exemple, à la suite d'une chute sur le coccyx, on a des remaniements des fascias autour du coccyx, ces désordres vont petit à petit se propager de proche en proche et vont pouvoir donner, à terme, des contractures des muscles du cou, du trapèze, et du coup des céphalées. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à faire admettre à pas mal de gens, faut être clair. Mais moi, je vois ça toute ma journée, quoi, de consultation. Comme ça. Ouais, donc ça a l'air compliqué parce que en fait, c'est quand même un organe, si je puis me permettre, parce que les fascias sont classés dans les organes maintenant.
Un organe à part entière qui est quand même identifié juste dans sa structure anatomique, mais qui a quand même du mal encore à être intégré dans la pratique clinique et étant la cause de beaucoup de pathologies, c'est ça ? C'est ça, c'est un peu compliqué de sortir de l'idée d'un tissu de contention à un tissu qui a une action. Alors, dans la motricité, on vient de le voir, il y a d'autres aspects, mais aussi dans la sensibilité, c'est-à-dire qu'ils ont une innervation nociceptive, douloureuse, une innervation proprioceptive, c'est-à-dire le fascia, il est plein de petits GPS qui vont informer le cerveau à tout moment où se trouve le GPS. Et donc ça veut dire où est cette partie exacte du fascia. Donc en fait, si c'est pas d'origine complètement nerveuse, est-ce qu'on peut parler de sorte de mécanorécepteurs qui enverraient des informations ? Ça se passe comment ? Oui, alors certains mécanorécepteurs sont des nocicepteurs dans l'idée que quand vous avez une tension, mécanorécepteur c'est un récepteur à la tension, si vous avez une tension qui est très importante, à un moment ça va devenir douloureux. Donc il y a une lecture de toutes ces tensions. Ces tensions essaient d'être normalisées entre guillemets. Quand elles ne peuvent pas être normalisées, elles déstabilisent une zone et cette zone peut se propager gentiment partout dans le corps. Voilà, c'est ça. Alors c'est comme ça qu'on voit des patients qui sont étiquetés fibromyalgie et qui en fait ont des syndromes myofaciaux un petit peu étagés, si vous voulez. Et quelles sont les causes des dysfonctionnements des fascias ? Les principales. En fait, c'est simple, c'est lorsqu'on les agresse. Alors l'agression, elle peut être aiguë, c'est-à-dire un accident de voiture, le classique coup du lapin. Elles peuvent être chirurgicales. Le bistouri du chirurgien, ça lèse le fascia sous-cutané par définition. Et puis aussi, au quotidien, une très mauvaise utilisation de ces muscles, soit trop, c'est-à-dire faire un peu n'importe quoi, porter des charges lourdes, soit faire pas assez, parce que ça modifie. On sait que quand on a une immobilisation, ça diminue. Ça diminue le nombre de fibres musculaires, mais ça modifie aussi beaucoup le comportement et la morphologie des fascias. Et puis aussi ceux qui font des gestes répétitifs. Enfin, tout ce qui est toujours un peu répétitif, ce qui est trop, pas assez, mal utiliser ces muscles, c'est ça en fait. Les traumatismes, les chocs. Alors, oui, les chocs, ça c'est sûr. Et en fait, c'est ça le problème. Par exemple, un accident de voiture, vous avez le patient qui a mal au cou, on fait une radio, il n'y a pas de luxation, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. On le renvoie chez lui en lui disant écoutez, ça va s'arranger, mettez une minerve. Donc déjà, mettez une minerve, ça veut dire que vous immobilisez le muscle. Donc déjà, ça ne fait que... Donc en fait, pour ça que dans le livre, j'ai parlé du dur et du mou, parce que, le dur, on le voit avec la radio, très bien, mais le mou, on le voit pas à la radio, et c'est lui, en fait, qui est lésé à ce moment-là. Donc si, au lieu de dire, vous allez faire de la kiné, on va vous faire du renforcement musculaire, etc., on vous disait, allez voir un kiné, mais faites travailler vos fascias, etc., on aurait beaucoup moins de cervicalgie chronique par la suite, ça c'est clair. C'est passionnant. Merci, Dr Ranou. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Daniel Ranou, neurologue et spécialiste des fascias, dont le livre est... vous pouvez le trouver aux éditions Guitre et Daniel. J'avais envie de vous demander quelles sont les relations entre les fascias et le système nerveux central. Alors, on parlait d'organes tout à l'heure. Ouais. Donc, effectivement, c'est un organe et qui a, tout au long de son parcours, qui informe en fait le système nerveux central. Et c'est vraiment important parce que le système nerveux central, il n'est rien s'il n'a pas des informations appropriées qui viennent de la périphérie. Donc les fascias, lorsqu'ils envoient donc des informations de douleur, des informations de GPS, de proprioceptive, et comme ça, le cerveau va avoir des informations normales et il va pouvoir donner des instructions au corps d'une manière générale. La seule chose, c'est que lorsqu'il y a un problème, les informations soit nociceptives, soit proprioceptives vont être anormales, vont être inadaptées plus exactement. Et du coup, le cerveau ne va pas savoir quoi faire. Parce que le cerveau, c'est très intelligent, sauf quand on lui demande de réagir à des informations sensorielles. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, lorsque les fascias du cou
sont atteints, eh ben, ils vont apporter des informations nociceptives, proprioceptives, inadaptées, trop importantes. Et le cerveau, du coup, va pouvoir donner comme symptômes des acouphènes et des vertiges. Alors, me faites pas dire que les acouphènes et les vertiges, c'est uniquement les fascias. Je vous l'ai pas fait dire. Bon, non, mais... Parce qu'il y a plein de causes, évidemment. Voilà, on est en train de parler d'une des causes. Non, je ne vous accusez pas. Ouais, donc et ça c'est vraiment important. Et du coup, dans certains types de vertiges, dans certains types d'acouphènes, on peut améliorer les choses en manipulant les fascias du cou et du crâne. D'accord, donc si je peux me permettre d'essayer de hiérarchiser, donc on a le cerveau, système nerveux central, on a un système nerveux périphérique qui vient aussi chercher des informations, et un petit peu après on a encore les fascias, c'est ça? Et donc il y a une transmission d'informations depuis les fascias vers le système nerveux autonome et vers le cerveau. C'est exactement ça. C'est dans cet ordre-là. Ouais, donc en fait, le mystère, c'est jusqu'à maintenant en neurologie, c'est de dire que seul le système nerveux emmène de l'information. Et là, vous êtes en train de nous dire que finalement, il n'y a pas que le système nerveux qui emmène des informations. Voilà, exactement. Et du coup, par exemple, c'est dans les céphalées, dans les migraines, les fascias ont une importance très importante. Alors, je suis neurologue au départ, mais si on ne comprend pas la plupart des céphalées si on ne s'interroge pas sur les fascias du cou et les fascias de la tête de la patiente. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est que quelqu'un qui est migraineux, et la migraine c'est une vraie maladie neurologique, etc., plus il va faire de migraine, plus il va contracter en fait ses muscles, et ça tous les migraineux le savent, moi la première, et du coup comme les fascias se contractent, ils vont d'une manière, enfin je ne vais pas expliquer tout mais ils vont augmenter le nombre de migraines va augmenter, donc les syndromes myofasciaux vont augmenter, etc. Et ça c'est une vision que les neurologues ont beaucoup de mal à appréhender, mais c'est néanmoins comme ça que ça se passe. Et puis un autre type de céphalée, c'est voilà, les syndromes myofasciaux du cou, des épaules, qui irradient au niveau de la tête, et ça c'est ce qu'on appelle les céphalées cervicogéniques. D'accord, donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On a des migraines à cause des récepteurs dans le cerveau, enfin on ne va pas trop rentrer dans les détails, qui provoquent des migraines, qui eux-mêmes secondairement provoquent des contractions, si je puis dire, pour simplifier, dans le corps, qui lui-même va se verrouiller à travers les fascias et avoir un mauvais rendement mécanique des fascias qui va lui-même impacter de nouveau la migraine, donc circuler comme ça chroniquement pendant des années. Ouais, mais c'est ça. Et si on ne fait pas le diagnostic, on ne peut pas guérir les patients, parce qu'en réalité, les médicaments ne font pas grand-chose. Enfin, ça calme un peu, ça masque les choses, mais c'est pas ça qui va les améliorer. Non, d'ailleurs, quels sont les piliers du traitement des fascias ? Alors, c'est des choses que doivent faire les patients. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir leur apporter, on leur apporte certaines choses, on va voir, mais on ne va pas pouvoir leur apporter tout. C'est pas nous, on ne va pas être tous les jours chez eux pour leur dire faites vos exercices, etc. Ouais. Donc en fait, il faut déjà bouger. Alors c'est un problème parce que par exemple quelqu'un qui a un syndrome myofascial au niveau des trapèzes, ouais. il va être comme ça pour pas bouger, et en réalité non, il faut qu'il bouge, même si au début c'est un peu douloureux, etc. Donc déjà bouger soi-même comme il faut, c'est déjà extrêmement important. Et puis il faut aussi s'étirer, mais là encore les étirements ils doivent être doux, modérés, c'est ça, et modérés, parce qu'en fait je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les remaniements en fait des fascias lorsqu'on les étire, et donc c'est pas simplement des fibres plus ou moins élastiques qui s'étirent, c'est pas un tissu stretch le fascia, c'est un tissu qui va se remodeler pour pouvoir être étiré. Et donc ça prend un peu de temps. Ça veut donc dire que les étirements qu'on fait aux patients ou que les patients font eux-mêmes, ils doivent être lents et doux. Oui, c'est pas un tendon. Ça. Non, c'est ça, c'est pas... Parce que quand on parle de stretch, on parle de choses habituelles, donc des techniques de stretching classiques. On peut parler aussi un peu de yoga. Bon, certains sont plus appropriés que d'autres, j'imagine. On peut parler de techniques gestuelles lentes, comme le Qigong, mais on n'est pas du tout dans le stretch classique du tendon. Et j'ai compris aussi que le fascia, d'après votre livre, le fascia aime la chaleur. Alors le fascia aime la chaleur, j'aime bien toujours, quand je fais un petit cours... Alors, à votre avis, pourquoi la chaleur ? Les muscles aiment bien la chaleur. Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que
dans le fascia, il y a une molécule qu'on appelle l'acide hyaluronique, qui est une espèce de pompe à eau, en fait. L'acide hyaluronique devient visqueux bien juste comme il faut à 40 degrés. Donc c'est pour ça. Donc les gens se sentent mieux parce que leur acide hyaluronique est plus fluide, que donc le fascia est bien lubrifié et qu'il est bien hydraté. Ouais, c'est parfait. On a parlé des migraines, on peut aussi étendre les différentes pathos aux lombalgies, j'imagine. Alors oui, les lombalgies, alors ça c'est quelque chose que j'ai l'intention de publier dans les 2 ans qui viennent. Le flair. Et en fait, oui. Alors c'est assez passionnant parce qu'en fait c'est un tableau qui est très très codifié. Je ne vais pas vous parler qui ressemble vraiment beaucoup à une spondylarthrite ankylosante. Et d'ailleurs c'est un diagnostic différentiel. Et c'est des patients qui ont des points douloureux, comme on disait tout à l'heure, toujours un peu les mêmes. Des trigger points. Des trigger points vraiment très Et en fait, la manière de les améliorer, alors là, pour le coup, bien sûr la mobilisation, bien sûr les étirements, mais aussi les injections de toxines botuliques. Et on a parlé également de vertige tout à l'heure, d'acouphènes. Donc, vous pouvez nous parler du lien avec les vertiges, par exemple. Alors, on dit toujours qu'il y a des vertiges qui sont liés au cou. Voilà, et on dit c'est vasculaire parce que il y a une artère qui est pincée au niveau des vertèbres, etc. En réalité, les vertèbres d'origine cervicale, c'est lié à un dysfonctionnement des fascias. Et comme les fascias envoient des informations anormales, il y a trop de douleur, on sait plus très bien, le cou sait plus très bien où il est, etc. Le centre du vertige, il va être complètement submergé par ces informations qui n'ont aucun sens pour lui. Et du coup, il va faire des vertiges. Ouais, c'est ça. C'est un peu le pompier pyromane, en fait. Hein. Et on a évoqué les traitements, on a oublié aussi l'insertion d'aiguilles, donc il y a l'acupuncture qui fonctionne très bien, le dry needling. Une aiguille d'acupuncture, ça a été montré par plusieurs manips vraiment très intéressantes. Eh ben, ça a eu un effet sur le fascia. Il s'enroule, en fait, il s'enroule autour de il y a vraiment une très jolie étude, c'est vraiment beau. Voilà. Et puis ensuite, il y a aussi des modifications des cellules, des modifications des fibres. Et tout ça, ça va dans le sens d'une diminution de tension du fascia. Oui, ça a l'impact. Et vous pratiquez, vous, avec l'acide botulique ? Alors oui. Oui, alors j'utilise beaucoup. La toxine botulique, c'est elle qui m'a appris ce que c'était que les fascias. Je vous raconte pas l'histoire, mais voilà. Et je traite, oui, les gens avec ça. Dans les lombalgies myofaciales, par exemple, ça marche extrêmement bien. Après, c'est hors AMM en France, donc voilà, on le fait dans des centres spécialisés. Je forme quelques personnes, etc. Mais c'est vrai que, alors c'est pas le nirvana, hein, c'est pas mais ça marche quand même très très bien. C'est une très belle aide parce que ça marche pendant 3 mois, donc ça permet aux patients de se remobiliser pendant le moment où la toxine fait effet. C'est parfait. Je vous remercie, docteur Ranou, pour toutes ces explications. On vous retrouve sans problème sur Internet. Vous avez un nombre incalculable de podcasts sur Instagram aussi. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission sur Sud Radio. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.